Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 126. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice un peu fort de café, même si je suis plutôt chocolat que café, mais c'est pas du tout la question. L'idée est surtout de vous introduire à une notion d'algèbre linéaire qui me semble des plus importantes à avoir au moins manipulé une fois quand on est étudiant en classe CPGE, bien que la notion est légèrement hors programme, c'est-à-dire que c'est pas forcément un sujet totalement explicite du programme à aborder, mais c'est quand même un sujet qui tombe assez régulièrement dans les concours CPGE et pas que. Je pense aussi aux concours d'agrégation CAPES ou voire même au second concours de l'ENS. Bref, c'est un sujet qui est assez récurrent et pour cause, en fait, c'est un sujet qui fait office, on peut dire ça, de plaque tournante vis-à-vis des mathématiques fondamentales, puisque ça se trouve assez souvent en intersection avec la géométrie ou la combinatoire. Je veux ici parler des drapeaux. L'énoncé précis d'aujourd'hui est le suivant. On va considérer K un corps, E un K espace vectoriel de dimension finie N, et on va considérer donc la définition de drapeau. Ici, je vais prendre des drapeaux complets, on pourra en discuter d'ici quelques instants. Un drapeau de E, ça va être une suite strictement croissante de n plus 1 sous-espace vectoriel de E qu'on peut noter de la manière suivante. Et je vous propose de démontrer un premier résultat. Oui, je viens de dire premier. Ça veut dire qu'il y aura d'autres exercices sur les drapeaux et notamment un deuxième qui sortira la semaine prochaine. Je vous expliquerai tout ça un peu plus en détail après avoir lu l'énoncé et avoir dit quand même quelques autres choses. On va donc démontrer le résultat suivant, faisant intervenir deux drapeaux, E0EN, F0FN, et les variables DIJ qui permettent de comparer des intersections entre les espaces vectoriels qui sont en jeu dans les drapeaux. On veut démontrer dans un premier temps que ces DIJ, ça vaut soit 0, soit 1. Et dans un second temps, on veut démontrer que la suite des DIJ selon la variable J est croissante. Alors la première chose que j'aimerais mentionner concernant cet exercice, c'est que cet exercice est un exercice qui pourrait très bien s'attaquer en première année de classe préparatoire. Ça peut paraître très étonnant, mais en effet, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances pour attaquer cet exercice. Juste ce qu'il faut sur les espaces vectoriels et les dimensions, et c'est tout. Et c'est ça qui est en fait le plus perturbant pour les étudiants de classe préparatoire, c'est que dès qu'on attaque des exercices un petit peu plus purs théoriquement, on va dire ça comme ça, même si c'est un peu bizarrement dit, mais c'est pas grave, on va dire ça, donc pur théoriquement, dès qu'on attaque des exercices comme ça d'espace vectoriel, et bien souvent l'étudiant est complètement désorienté, il ne sait pas trop comment démarrer ce genre d'exercice, et donc ça plante, le plus souvent ça plante. Et je pense que c'est dommage parce que c'est vraiment de la manipulation assez élémentaire sur les espaces vectoriels, et ça peut vraiment permettre une meilleure compréhension d'ailleurs de la manipulation des espaces vectoriels. Donc c'est aussi pour ça que ça m'a motivé de vous parler de cette notion des drapeaux et de vous faire manipuler ce type d'exercice, parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas encore suffisamment familiers à ces exercices, qui ne se sentent pas suffisamment à l'aise, et bon bah ça peut porter à préjudice pour des exercices type concours ou des choses comme ça. Bien, donc ça c'est la première chose que je voulais mentionner. La deuxième chose que j'aimerais mentionner et parler un peu plus, c'est la question de drapeau. Donc, un drapeau, en fait, de manière un peu plus générale, c'est juste avoir une suite strictement croissante d'espaces vectoriels. Je ne suis pas obligé d'imposer le fait qu'on ait n plus 1 sous-espaces vectoriels dans cette suite. Si j'impose ça, alors on parle plutôt de drapeaux complets. Ici, tous les drapeaux que je vais considérer sont des drapeaux complets. J'aimerais mentionner qu'il y a pas mal de petits résultats que vous connaissez, qui sont liés à des drapeaux, mais qu'on ne présente pas forcément sous cette forme-là. Le premier résultat que j'aimerais mentionner, c'est la trigonalisation. En effet, si vous avez un endomorphisme de E toujours espace dimension finie, hein, espace vectoriel dimension finie, eh bien, si vous avez un endomorphisme qui stabilise un drapeau complet, hein, je précise bien, et stabiliser, ça veut dire que pour chacun des EI, l'image par l'endomorphisme va être inclus dans EI, alors vous avez la trigonalisation qui s'opère. C'est-à-dire que l'endomorphisme qui est en jeu est trigonalisable. Et en fait, c'est ainsi et seulement si. Votre endomorphisme est trigonalisable si et seulement s'il existe un drapeau complet tel que c'est stable pour l'endomorphisme U qui est en jeu. Et la base de trigonalisation va être donnée par une base adaptée par rapport au drapeau, puisque ça va être quelque chose qu'on va chercher à démontrer, mais je le mentionne tout de suite. Vous pourrez démontrer que la dimension de chacun des EI, c'est exactement I, et donc ça veut dire que vous allez ajouter à chaque étape un vecteur qui est dans EI plus 1, mais pas dans EI, et vous pouvez donc construire une base adaptée par rapport au drapeau en prenant à chaque étape un vecteur qui est dans EI plus 1, mais qui n'est pas dans EI. Et en faisant ça, pour l'endomorphisme U qui marche bien, vous pouvez assurer une trigonalisation.
Donc ça, c'est un premier résultat déjà qui montre un certain intérêt à manipuler les drapeaux. Un deuxième résultat qui fait apparaître un peu les drapeaux, mais dont on n'a pas forcément besoin totalement de cette question de drapeau, c'est le processus pardon, de, euh, j'allais dire Galton-Watson, mais c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir, ça c'est de la probabilité, c'est de Gram-Schmidt. Voilà. Donc le processus de Gram-Schmidt, c'est un processus d'orthonormalisation, peut-être que vous connaissez bien, qui prend une famille libre et qui l'orthonormalise. Et ce processus-là, en fait, de manière cachée, on préserve le drapeau qui est induit par la première base, la première famille libre que nous avons. En effet, quand vous faites les calculs de cette orthonormalisation de Gram-Schmidt, vous commencez avec le premier vecteur, vous le normalisez, vous prenez le deuxième vecteur, vous faites un petit calcul, vous le normalisez, etc., etc. Mais ces calculs dépendent des vecteurs qui sont déjà présents auparavant. Et à cause de ça, eh bien, vous êtes en train d'assurer qu'à chaque étape, l'espace vectoriel engendré par les k premiers vecteurs va être le même que l'espace engendré par les k premiers vecteurs de la nouvelle famille que vous aurez construite. Et vraiment, c'est en fait la construction d'une nouvelle base qui satisfait à une propriété supplémentaire ici, le fait d'être orthonormé, et qui, de plus, préserve la même suite de drapeaux que celle qui est donnée par la famille de vecteurs que vous avez pris au départ. Et ça aussi, d'ailleurs, cette question de drapeau qui est conservé, ça met aussi un peu plus l'accent sur le côté de le calcul de l'orthonormalisation de Gram-Schmidt dépend de l'ordre dans lequel vous allez mettre les vecteurs. Puisque, bon, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre de calcul, mais je pense que c'est quand même important de le faire quand on étudie l'orthonormalisation de Gram-Schmidt, mais bien évidemment, le calcul de la famille orthonormale que l'on peut obtenir à la suite de ce processus va dépendre entièrement de l'ordre dans lequel vous allez traiter les vecteurs dans votre famille libre. Et ça c'est reflété par le fait qu'on veut conserver la construction du drapeau qui est induit par l'ordre des vecteurs qui apparaît dans votre famille de départ. Voilà. Donc de manière cachée, il y a encore des drapeaux qui apparaissent. Alors je pourrais vous parler de plein d'autres trucs sur les drapeaux. Malheureusement, je vais manquer de temps. Mais par exemple, je pourrais parler de la variété de drapeaux et le fait qu'on puisse agir sur cette variété de drapeaux. Donc la variété de drapeaux, c'est considérer tous les drapeaux que vous pouvez faire dans eux. Et on peut agir dessus avec les automorphismes, car si j'applique un automorphisme sur un drapeau complet, on garde un drapeau complet. Et puis, on pourrait chercher à savoir quels sont les automorphismes qui stabilisent un tel drapeau, donc c'est-à-dire qui redonnent le même drapeau. On se rendra compte que, aux grandes surprises, puisque j'en ai parlé un petit peu, ça va être lié aux matrices triangulaires supérieures notamment, inversibles. Et puis, on pourrait ensuite dire pas mal de choses derrière tout ça, notamment la décomposition de Brua des matrices, qui fait intervenir les matrices de permutation. Enfin bref, il y a plein de trucs. D'ailleurs, la décomposition de Brua, ça peut faire apparaître des questions de groupes de Coxeter, de combinatoires et de géométrie qui se cachent là-dedans. Il y a vraiment plein de trucs très intéressants. On peut aussi faire de la combinatoire un peu plus énumérative en jouant avec le corps et travailler avec un corps fini, compter le nombre de drapeaux que nous avons dans un K espace vectoriel de dimension finie où K est un corps fini. Voilà, ça fait partie des petites questions assez intéressantes qu'on peut se poser. Bref, voilà, c'est un sujet qui est, comme j'ai dit, une espèce de plateforme tournante pour pas mal de thématiques en mathématiques. Et donc, je pense que c'était tout aussi bien dans ce sens-là de vous introduire à cette notion. Donc la dernière chose que j'aimerais dire, c'est pourquoi en fait, on a cet exercice-là et pourquoi on va avoir finalement 2 exercices sur les drapeaux. C'est parce qu'à la base, je pensais vraiment faire qu'un seul exercice. Et ce seul exercice, vous verrez son énoncé la semaine prochaine. Je pensais vraiment faire comme ça. Sauf que l'exercice que j'ai proposé était bien trop long à attaquer sous un format vidéo. Vraiment, j'ai déjà fait une vidéo longue et ça n'a pas forcément été des meilleurs choix à faire. J'avais déjà fait une vidéo longue de un peu plus de 2 heures où on corrigeait un sujet concours à travers un exercice. C'était par rapport à de la probabilité et des questions de suite de variables aléatoires liées à la loi de Radmacher. Donc si ça vous intéresse, éventuellement, je mets le lien en description puisque je le mentionne quand même. Mais j'avoue que j'ai pas très envie de refaire une vidéo aussi longue. Je préfère plutôt proposer des vidéos d'au plus 1 heure. Peut-être un tout petit peu plus si on dépasse, mais c'est pas forcément très grave. Mais il est hors de question que j'arrive à nouveau avec des vidéos de presque 2 heures. Je préfère plutôt vraiment prendre mon temps et quitte à découper un exercice en deux, je le découpe en deux. Donc c'est exactement ce que j'ai décidé de faire. J'ai découpé l'exercice que j'avais prévu sur les drapeaux en deux afin de me permettre d'avoir un peu plus de temps pour vous parler un petit peu de ce que je voulais dire concernant les drapeaux et également avoir le temps juste de vous faire ces petites démonstrations et de bien vous expliquer chacune des étapes.
Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, donc je vais vous inviter à faire une pause sur la vidéo dès maintenant pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé, je pense vraiment que c'est un exercice très sympa à faire. Et je vais vous inviter à tout d'abord démontrer un résultat important qui va être assez utile en fait dans cet exercice et que j'ai mentionné moi-même en faisant l'introduction ici. J'ai mentionné le fait que quand vous avez un drapeau complet, la dimension de chacun des EI, c'est I. Et ça, c'est genre la toute première question que vous pourriez rencontrer si dans un sujet on parle de drapeau complet. Et ça, je pense qu'il faut être vraiment au poil sur ce genre de choses. Donc je vais vous proposer de démontrer en une espèce de question zéro, de démontrer la chose suivante. Donc comme je l'ai dit, si vous avez un drapeau complet E0, EN, donc drapeau de E, alors montrez que pour tout I dans 0N, la dimension de I c'est I. Et je vous invite dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de démontrer ce résultat avant que je ne vous dise comment démontrer ce résultat. Puis ensuite, vous pouvez réfléchir à comment utiliser ce résultat pour répondre aux deux autres questions qui nous intéressent aujourd'hui. Ok, je vais vous montrer une façon de démontrer ce truc-là sans avoir besoin de faire appel à de la récurrence ou des choses comme ça, parce qu'en effet, on peut faire une démonstration par récurrence, mais j'aimerais vous proposer une démonstration assez efficace de ce résultat. Donc en fait, il faut partir du fait que votre suite d'espaces vectoriels, c'est une suite strictement croissante. Et donc, si vous regardez les dimensions, eh bien, vous avez une suite de dimensions qui va être strictement croissante. Donc, vous allez avoir dimension de E0, qui est plus petit strict à dimension de E1, etc., plus petit strict à dimension de En. Et dimension de E0, alors je ne peux pas dire que c'est égal, mais je sais que pour l'instant, c'est supérieur ou égal à 0, et lui, c'est inférieur ou égal à N. Donc là, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec une collection d'éléments, dimension de EI, qui va de 0 à N, qui contient N plus 1 éléments distincts dans justement un ensemble à N plus 1 éléments qui est 0N. Puisque les dimensions d'un espace vectoriel, c'est un entier naturel bien sûr, et c'est un entier naturel ici qui est compris entre 0 et N, parce qu'on est tous les espaces vectoriels qu'on regarde sont dans le plus grand ici qui est E de dimension N. Bon, par conséquent, vous pouvez faire une bijection entre cet ensemble-là et 0N. Donc il existe une permutation que je peux appeler pour l'instant sigma, telle que vous avez dimension de EI, c'est égal à sigma de I. Mais le problème, c'est que la suite est strictement croissante. Donc du coup, ça veut dire que sigma est strictement croissant. Strictement croissante. Bon, j'étais même pas obligé de dire que c'était strictement, à partir du moment où j'ai la permutation. Et donc, à cause de ça, vous n'avez pas beaucoup de choix, ça veut dire que sigma, c'est l'identité. Et donc voilà, c'est terminé, je viens de démontrer que la dimension de I, c'est bien égal à I. Vous pourriez bien sûr, comme je l'ai dit, le démontrer par récurrence, c'est pas si difficile non plus, mais voilà une preuve assez efficace du fait que la dimension de I, c'est toujours égal à I quand on regarde un drapeau complet comme celui-ci. Et comme je l'ai dit, ça fait vraiment genre, c'est vraiment la première question qu'on pourrait poser dès qu'on travaille la notion de drapeau. Si on a un sujet, on travaille avec la notion de drapeau, je suis prêt à mettre ma main à couper que l'une des premières questions, si c'est pas tout à fait la première, mais ça peut être la deuxième ou la troisième, ça va être ça. Enfin, ça va être ça, ça va être la question de la dimension, c'est sûr. Bien, alors maintenant que j'ai démontré 0, on va se lancer à démontrer les autres points. Encore une fois, je vous invite comme d'habitude à faire des pauses sur la vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, que vous avez besoin de revoir, ou si par vous-même vous voulez réfléchir à la suite de la résolution, vraiment n'hésitez pas, c'est fait pour ça le support vidéo. Si à un moment donné vous avez un petit déclic sur ce que j'explique et que vous voulez essayer par vous-même, vérifier si vous avez bien compris et terminer la résolution, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas, c'est fait pour ça le support vidéo. Alors je vais donc attaquer la première question et commencer à démontrer que DIJ c'est soit 0, soit 1. Ok, alors réfléchissons un peu. DJ, bien sûr, vous êtes en train de faire la différence entre deux espaces vectoriels, ici qui sont EI inter FJ et EI-1 inter FJ. Vous savez déjà que EI, il contient EI-1. Et il contient d'ailleurs strictement.
Donc ça implique par intersection avec un même espace vectoriel que vous gardez le sens de l'inclusion. EI inter FJ, bien, il contient toujours EI-1 inter FJ. Attention, l'inclusion n'est pas nécessairement stricte, a priori. Et donc, à cause de cette inclusion, vous pouvez vous rendre compte que la valeur de DIJ est nécessairement positive. On peut déjà assurer que DIJ est un entier naturel. Maintenant, reste à montrer que DIJ n'a pas d'autre choix que d'être au plus égal à 1. Et puis, pour cela, on va faire une preuve par l'absurde et supposer qu'on ait un DIJ qui est supérieur ou égal à 2. Donc c'est parti, supposons par l'absurde que DIJ est supérieur ou égal à 2. Pour un I et un J fixé, bien sûr. Donc supposons qu'on ait ça. Très bien. Alors réfléchissons un peu. Ça veut dire que pour passer d'un espace à un autre, on peut ajouter deux vecteurs qui vont former une famille libre. Et deux vecteurs qui vont former une famille libre et dont aucun des deux vecteurs n'apparaîtrait dans l'intersection précédente. Ça, c'est déjà une première chose qu'on pourrait constater. Donc, je vais écrire ça. Et je vais même préciser que, en fait, ce qui va se passer, c'est que ces vecteurs-là, il n'y a aucun élément de vecte de ces deux vecteurs qui va apparaître dans l'intersection précédente. C'est ce qui me permet d'assurer qu'en termes de dimension, on est bien en train d'augmenter complètement l'affaire. Donc, très bien, je vais dire ça. Alors, hop. Par cette hypothèse, il existe psi1 et psi2 appartenant à EI inter FJ, mais n'appartenant pas à EI-1 inter FJ, tel que vect de psi1, psi2, intersecté avec EI-1 inter EI-1 inter FJ, ça fait 0. Donc ça me permet d'assurer que, en effet, la dimension de l'espace qu'on vient d'obtenir EI inter FJ augmente bien de 2 crans. Imaginez que vous ayez posé une base pour l'espace qui est ici, et puis si vous vous dites que la dimension a augmenté de 2 crans, c'est ça que ça veut dire, avoir des J supérieurs ou égal à 2, ça veut dire que la dimension a augmenté de 2 crans, ça veut dire que vous pouvez ajouter 2 nouveaux vecteurs pour former au moins une famille libre dans l'espace EI FJ, avec la base que vous aviez déjà pour EI-1 FJ. Là, j'ai juste retraduit un petit peu autrement, sans forcément parler d'une base pour cette famille-là, de ce qui se passe vis-à-vis de ces deux vecteurs. Bon, très bien, on a ça, ok. Alors, la première chose qu'on peut constater, c'est que les deux vecteurs, comme ces deux vecteurs sont forcément dans FJ, ils ne peuvent pas non plus être dans EI-1. D'accord? Donc, comme psi1 et psi2 sont dans FJ, ça implique que psi1, psi2 est dans EI, mais n'est pas dans EI-1. Ok, très bien. Et donc, ça veut dire que l'intersection que je viens d'écrire là, on peut la réécrire autrement. En fait, ça implique donc que le vecte de psi1, psi2 intersecté avec EI-1 est réduit à 0. Je n'ai pas besoin de mettre l'intersection avec FJ. Ok? Ça veut dire que ces deux espaces-là sont en somme directe dans EI. Ainsi, si je regarde maintenant la dimension de EI, la dimension de EI, je peux au moins dire qu'elle va être supérieure ou égale à la dimension de la somme directe de ces deux espaces, puisque psi1 et psi2 sont dans EI, et puis on a EI-1. Donc on est plus grand que la dimension de EI-1, somme directe avec vect de psi1, psi2. Ok? Mais comme là, c'est une somme directe, la dimension d'une somme directe, c'est la somme des dimensions, donc on se retrouve avec dimension de EI-1 plus dimension de vect de psi1, psi2. Alors, je crois que je l'ai dû le dire à l'oral, mais je ne l'ai pas reprécisé, la famille psi1, psi2 est supposée libre.
D'accord, j'ai oublié de j'ai oublié de l'écrire, mais je pense que je l'ai dit à l'oral. Donc je l'écris pour être sûr qu'on soit bien raccord. Et donc, bah, on a ceci. Alors la dimension de ce vecteur-là, la dimension c'est donc 2. Et là, la dimension de cette chose-là, grâce à la question précédente, c'est i-1. Donc vous avez ici i-1 plus 2 qui vous donne i plus 1, et qui serait alors plus grand que i. Contradiction. Et donc c'est une contradiction par rapport à ce qu'on a dit là, mais ça, c'était imposé par la propriété qu'on a écrite là, qui venait de la propriété que dij était supérieur ou égal à 2. Donc cette contradiction nous permet d'affirmer en effet que dij ne peut pas être supérieur ou égal à 2, donc dij est inférieur ou égal à 1. Terminé. Vous voyez, c'est vraiment de la manipulation assez élémentaire hein, sur les espaces vectoriels. Vraiment, je vous invite à vous en convaincre davantage, quitte à écrire la base que vous voulez écrire pour EI-1 inter FJ. Et je vous assure que la propriété vraiment découle un peu de soi-même. Il faut vraiment écrire à quoi vont ressembler les bases qui sont en jeu, et vous allez voir petit à petit que vous arrivez à une contradiction. Voilà, je trouve ça assez rigolo comme truc, et bah voilà, c'est vraiment ce qui se passe. Puisque là, la contradiction, si vous voulez, c'est vraiment un jeu juste sur les dimensions, quoi. Finalement, c'est vraiment ça, quoi. Bien. Donc là, on vient de démontrer ce premier point. On est content, les DIJ sont donc soit 0, soit 1. Alors maintenant, reste à démontrer le deuxième point. Le deuxième point est un peu technique. Hop. Alors, on va commencer par repérer les points les plus importants pour ce deuxième point. Je dis que ce deuxième point est technique parce que, bon, peut-être que certains d'entre vous se sont dit, oui, alors si je rassemble bien les espaces vectoriels qui sont en jeu, je devrais pouvoir m'en sortir. Parce que oui, ils se disent, bah, on a eu assez d'aisance pour conclure que ce truc-là était positif. Si je regarde ces soustractions, il y a peut-être moyen de rassembler des espaces vectoriels de façon à ce qu'il y en ait un qui est plus grand que l'autre et des trucs comme ça. Malheureusement, c'est pas si évident que ça. Malheureusement, ça va pas se passer aussi bien que ça. Et c'est pour ça qu'il va falloir vraiment y aller beaucoup plus doucement que juste regarder les dimensions des choses qui sont en jeu. Il faut vraiment y aller un peu plus dans le détail et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe vis-à-vis des différents espaces vectoriels qui sont en jeu. Donc non, on ne peut pas y aller franco. Alors je vais commencer d'abord par vous faire une remarque qui va me permettre de me ramener à un seul cas à traiter. C'est que DIJ et DIJ-1 sont des valeurs qui sont soit 0, soit 1. Si DIJ vaut 1, peu importe la valeur de DIJ-1, tout va bien se passer. Donc déjà, si DIJ vaut 1, c'est OK. Le seul cas de figure qui pourrait nous embêter, c'est si DIJ égale 0 et DIJ-1 égale 1. Et donc, c'est le cas qu'on va chercher à contredire. Supposons par l'absurde que DIJ vaut 0 et DIJ-1 vaut 1. Donc oui, bien sûr, je vais écrire que le cas DIJ égale 0 égale DIJ-1 aussi coule de source. Donc le seul cas de figure qui pourrait nous embêter, c'est celui-là. Bien. Alors je vais vous dessiner un petit carré qui va nous permettre de comparer les différents espaces vectoriels qui sont en jeu. Ces différents espaces vectoriels sont les suivants. On a EI inter FJ et on sait qu'il contient EI-1 inter FJ, mais on sait aussi qu'il contient EI inter FJ-1. Et puis, on a aussi l'inclusion qui est ici, EI-1 inter FJ-1, et là aussi l'inclusion qui est ici. Je vais donner des numéros aux différentes inclusions, juste histoire qu'on se retrouve. Voilà. Très bien. Donc on a ce carré, on peut dire plus ou moins carré commutatif si on veut, mais c'est un carré d'inclusion qui permet de comparer les différents espaces vectoriels qui sont en jeu et qu'on aimerait comparer dans cette affaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire que DIG égale 0 ? Ça veut dire que les deux espaces vectoriels ici sont de même dimension. Et comme il y a inclusion, ça veut dire qu'on va avoir égalité. Donc le point 1, donc le fait que DIG égale 0, ça revient à dire que le point 1 est une égalité. Et puis le fait de dire que DIJ-1 est égal à 1, ça veut dire qu'ici nous n'avons pas égalité. Donc DIJ-1 égale 1, ça implique que la troisième inclusion est stricte.
Et en plus de ça, on peut préciser la dimension qui va se jouer entre les deux, c'est une dimension 1. Bien. Alors le premier truc qu'on peut constater, c'est que 2, ça ne peut pas être une égalité. Si 2 est une égalité, alors on aurait la chose suivante. Cet espace-là est égal à cet espace-là, qui est égal à cet espace-là. Donc on aurait alors que EI inter FJ est égal à EI-1 inter FJ-1. Et ça, par 3, c'est pas possible, puisqu'on a aussi EI inter FJ-1 qui joue entre 2. Nous avons cette inclusion-là, et nous avons cette inclusion-là qui est stricte. D'accord? Donc ça c'est 3, ça c'est 4, et ça c'est via 1 et 2. Donc on a une contradiction. Donc ça veut dire que 2, ça doit être strict. Donc c'est une inclusion stricte. Ok. Maintenant, voyons ce qu'il en est pour 4. On sait qu'on a égalité et ici on a inégalité stricte. Ce qui paraît relativement naturel, c'est que comme on a une égalité stricte ici, on devrait avoir une égalité ici. Donc on va supposer que 4 n'est pas une égalité, on a une inégalité stricte. Alors, par symétrie du raisonnement, via ce qu'on a démontré en premier point, on peut assurer que la dimension de EI inter FJ, c'est égal à la dimension de EI inter FJ-1 plus 1. Ok. Et ça vient vraiment de la question précédente. Donc ça marche. Donc on a la dimension ici, ça marche. Après, on a la dimension ici. Donc là, on va avoir aussi à plus 1. Ça vient directement de... est-ce que j'ai fait une bêtise? Non, ça vient directement de DIJ-1. Ok, donc et comme on a une égalité stricte, bah, c'est forcément 1. Donc là, vous pouvez utiliser, hop, ici c'est la dimension de EI-1 inter FJ-1 plus normalement DIJ-1 qui vaut 1, donc ça va me donner 2. Et d'un autre côté, la dimension de EI inter FJ, je pourrais très bien dire que c'est la dimension, parce qu'on a égalité ici, dimension de EI-1 inter FJ. Mais cette dimension-là, ici, on a une inégalité stricte, on a dit, donc du coup, cette dimension 1, encore une fois, par symétrie du raisonnement, une nouvelle fois, et donc on va avoir dimension de EI-1 inter FJ-1, plus 1. Bon, bah, vous voyez que là, on a une valeur qui peut valoir deux trucs distincts. Je pense que c'est pas trop possible, ça. Donc, contradiction. Ok, donc on vient de se ramener au cas de figure où 2 n'est pas une égalité et 4 est une égalité. Et vous allez voir qu'on va pouvoir maintenant conclure. Je vais me permettre d'effacer ce que je viens d'écrire. N'hésitez pas à faire des pauses ou à revenir en arrière dans la vidéo pour revoir les explications que je viens de donner. Et maintenant, je vais juste simplifier ce qui se passe ici. Ici, on sait qu'on a égalité. D'après ce qu'on a démontré juste à l'instant, 4, c'est forcément une égalité. On a supposé que 3 n'était pas une égalité. On a montré que 2 n'était pas une égalité. Et là, là, il y a un truc rigolo à faire. Alors, vous pourriez encore faire des choses avec les vecteurs. Là, pareil, quand j'ai fait les dimensions, vous pourriez faire des choses avec les vecteurs. Et bien là, ici, vous pouvez carrément vous amuser avec les intersections. Parce que vous savez que ces trois trucs-là sont égaux. Et donc, si vous vous amusez à faire EI inter FJ, inter, EI inter FJ-1, inter, EI-1, inter FJ, d'un côté, vous savez qu'il y a les égalités 1 et 4 qui vous assurent que chacune des intersections sont égales. Donc ça veut dire que vous avez en fait EI inter FJ. Donc ça, c'est d'après 1 et 4. Mais d'un autre côté, si vous simplifiez l'intersection en jouant avec les espaces vectoriels les plus petits qui sont en jeu. Les espaces vectoriels les plus petits qui sont en jeu, c'est FJ-1 et EI-1. Donc ça veut dire que la triple intersection que je viens d'écrire, c'est la même chose que EI-1 inter FJ-1. Là, c'est pas bon, là. Parce que là, ça voudrait dire que les inclusions strictes que j'ai écrites seraient fausses. Donc, contradiction.
Et là, j'ai vraiment une contradiction totalement globale sur l'hypothèse que j'avais posée au départ, DIJ égale 0 et DIJ-1 égale 1. Donc ça signifie alors que si DIJ égale 0, ça implique, je vais écrire comme ça, DIJ égale 0 implique que DIJ-1 est égal à 0. Et d'ailleurs, on peut écrire une implication dans l'autre sens. Si DIJ-1 est égal à 1, alors DIJ est égal à 1, en utilisant la contraposée. Et donc, contraposé d'ailleurs, est-ce que je l'ai écrit dans le bon sens? Je suis en train de me poser la question. Oui, je l'ai écrit dans le bon sens. P implique Q, donc non Q implique non P. Ouais, c'est bon. Donc voilà, donc j'ai bien démontré cette propriété-là, et cette propriété-là m'assure alors que la soustraction que j'ai écrite au début, DIJ-1, c'est bien une valeur positive. Et ceci donc conclut l'exercice d'aujourd'hui. Bien, alors la suite au prochain numéro, je peux vous spoiler un tout petit peu ce qui va se passer. En fait, dans la suite, on va utiliser ce résultat afin d'introduire une permutation un peu particulière qui va nous permettre aussi de considérer une base qui va être, de manière rigolote, adaptée aux deux drapeaux que nous avons. Donc, c'est-à-dire qu'on peut construire une base, telle que la base va être adaptée au premier drapeau, et à une permutation près, elle va être aussi adaptée au deuxième drapeau. Et ça va être l'objet du résultat que nous attaquons au prochain numéro de l'Exode Call. Et comme je vous l'avais dit, cet exercice vous a fait manipuler de manière assez théorique les espaces vectoriels. J'ai pas eu besoin d'avoir énormément de connaissances sur les espaces vectoriels pour m'en sortir. J'ai utilisé les formules de dimension, j'ai utilisé 2-3 petits trucs aussi sur les intersections d'espaces vectoriels, et également une interprétation en termes de vecteurs de ce qui se passait. Et vraiment, voilà, c'est tout ce qu'il m'a fallu pour attaquer cet exercice. Donc vous voyez bien, j'ai pas eu besoin d'énormément de choses à connaître pour attaquer cet exercice. Et j'affirme que cet exercice pourrait très bien s'attaquer en première année de classe préparatoire. Bien, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fera toujours plaisir de discuter avec vous. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!